Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique chaque soir. Et nous recevons ce soir le PDG d'ABC Arbitrage qui vient de publier ses résultats semestriels. Dominique Séolin, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. On se voit régulièrement, 2 fois par an globalement, pour commenter vos résultats qui portent donc sur le premier semestre 2025. Alors pour l'histoire, c'est le 61e semestre consécutif dans le vert pour ABC Arbitrage, avec un return on equity annualisé en moyenne supérieur à 15%. Et exactement. Depuis 30 ans. Plus de 30 ans maintenant, voilà. Félicitations aux équipes d'ABC Arbitrage pour cette constante. Il y a quand même encore des constantes dans ce monde. La particularité de ce semestre, quand même, c'est que ça a été un semestre de forte activité pour vous et de forte activité bénéficiaire, puisque le résultat net a doublé par rapport à la même période l'an dernier, Dominique. Oui, tout à fait. Alors, si on décrit rapidement notre activité où on apporte de la liquidité, plus il y a de la volatilité, plus il y a de demandes de liquidité. Et il faut reconnaître que là-dessus, Trump nous a bien aidés avec, depuis à peu près fin février jusqu'à à peu près mi-mai, une volatilité qui passe au-dessus de sa moyenne historique, sensiblement, avec même un pic sur les 10 premiers jours d'avril qui approche les 50%, autour de 50%, un peu plus haut, un peu plus bas. Donc la séquence Liberation Day, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Entre le 2 et le 9 avril, exactement, ça. avec que tout le monde a bien senti. Le monde tremble. Voilà, pour avoir des ordres de grandeur, en fait, le marché a perdu 10% en quelques jours. C'est fait partie des gros décrochages historiques du S&P 500, surtout avec les market cap actuels, les valeurs boursières actuelles. Et donc, on a retrouvé ça la dernière fois au moment du Covid. Enfin, de la Covid, parce que je trouve que c'est féminin en plus. De 5 ans après, vous avez... de la Covid. Et donc, quelque part, c'est quand même pas si courant que ça. Et on peut considérer que ça a été quand même brutal. Ouais. Ce qui a été spectaculaire, ça a été la reprise du marché aussi. Exactement. Beaucoup d'investisseurs m'ont dit, parce que c'est 10% plus de baisse. On est allé, je crois, juste du pic au creux jusqu'à quasiment 19% de baisse pour le S&P 500, je crois, Dominique, qui a été effacé en quelques semaines. On était au bord du bear market. Tout ça a été balayé en quelques semaines. Pour des analystes ou des gérants seniors que j'écoute, c'est quasi historique. Oui, alors c'est deux choses intéressantes, je pense. Rapidement, d'abord, pourquoi c'est remonté? Parce qu'il y a eu un moratoire sur les tarifs douaniers. Pourquoi ce moratoire? Il y a 3 hypothèses qui ont été évoquées par les journalistes, les économistes. La première, c'est qu'il y a une tension sur les taux américains qui a inquiété l'administration américaine, parce qu'effectivement, vous savez que... Les fameux 5%, quoi. Voilà, exactement, un peu plus même au-dessus de ça, donc il faut bien les financer, en particulier sur les taux longs. Deuxième élément, probablement des sondages qui étaient vraiment très mauvais, y compris dans le camp de Trump, qui n'était pas bon, donc des tensions dans le camp du président Trump. Et puis le troisième point, que nous, on a pu entendre aussi discuter, et lu quelques articles, c'est le fait que les banques américaines étaient très inquiètes, parce que les financements qui se font à travers d'effets de levier, donc avec des emprunts, il y a du levier, et quand les marchés baissent, il faut faire des appels de marge, donc récupérer de l'argent chez les clients. Et là, on était au bord du truc pas sympa, et on voulait pas revivre un Lehman bis, quoi. Donc un 2008 bis. Donc il est possible que ces 3 éléments cumulés, lequel a été prépondérant, je ne sais pas. Sans doute un peu. Mais bon, voilà, ça a calmé un peu le jeu. Je me refais la séquence, et j'ai en tête une interview de Jamie Dimon, patron de JP Morgan, qui effectivement sert un peu de déclencheur à Trump. Jamie Dimon qui dit maintenant, il va falloir faire des deals, il faut arrêter aussi. Oui, parce qu'en donc fait, ça fait réfléchir. C'est l'inquiétude, c'est qu'il y a un effet domino en fait, qui se déclenche sans fondamentaux. Donc, volatilité effectivement sur cette séquence-là de quelques semaines entre février et mai, volatilité et volume aussi. Les volumes ont bondi aussi pendant cette période, c'est ça qui explique aussi cette performance. Exactement. Sur le semestre dans son ensemble, on a une hausse à peu près de 27% des volumes par rapport à 2024, près de 40% par rapport à la moyenne 10 ans. Donc un bond des volumes, essentiellement, vous avez raison, concentré sur la période de volatilité. C'est assez classique, Qui dit volatilité dit généralement hausse des volumes, et là, ça s'est vu de manière majeure. Ouais. Et donc, pour les performances de vos stratégies phares chez ABC Arbitrage, exactement. Sur cette séquence-là, oui, les stratégies sont bien adaptées, appropriées à ce genre d'événements de marché, on peut le dire. Je crois que vous avez bien compris l'histoire d'ABC. Force de venir m'expliquer, ça rentre. Qui dit volatilité, dit effectivement résultat en hausse, puisqu'il y a plus de demandes de liquidité, et on va pouvoir, nous, faire notre métier quelque part. Et donc, augmenter sensiblement les résultats. Pour donner les ordres de grandeur, on a à peu près, sur un tiers des mois, donc mars-avril, 33% du semestre, de 2 mois sur 6. On a fait à peu près 60% du résultat du semestre. Donc, pour faire des ordres de grandeur, 2 tiers des mois égale 1 tiers des mois, égale 2 tiers du résultat. D'accord. Donc, c'est vraiment un déséquilibre classique qu'on connaît dans les périodes de forte volatilité locale, comme mars 2020 et des années comme 2022, et puis des années antérieures, 2016, 2008, des choses comme ça. On voit bien qu'il y a des mois qui sont prépondérants grâce à la volatilité.
Ce qui est intéressant, vous l'avez bien dit, c'est le côté extrêmement local de ce choc. Et je reprends mon image favorite de la pierre qu'on lance dans le sable et plus dans l'eau. Hein. C'est typique des périodes de banque centrale et de gouvernance par les hommes politiques et les banques centrales autour de problématiques mondiales, comme de ce type-là. Et donc, effectivement, la volatilité, les mauvaises nouvelles comme ça, il y a 20 ans ou 15 ans, on aurait vu de la volatilité qui aurait probablement perduré beaucoup plus longtemps et un choc de marché qui aurait été beaucoup plus long. Là, vous l'avez très bien dit, en quelques semaines, on avait récupéré la plupart du drawdown qu'on a connu au moment du choc du mois d'avril. Ouais. On parle beaucoup alors, de la politisation des banques centrales ou de la perte d'indépendance, toute proportion gardée d'une banque centrale comme la Réserve fédérale américaine. Enfin, il y a une corrélation avec le régime de marché. Une banque centrale moins indépendante, c'est moins de volatilité. Est-ce qu'à terme, ça peut générer plus de volatilité aussi si le marché a du mal à croire les décisions d'une banque centrale comme la Fed ? Vous avez tout à fait raison. Alors, je fais un peu... parfois, je me sens un peu comme dans l'histoire de Pierre et le loup, à force de crier au loup et ça n'arrive pas. Quand finalement ça arrivera, on ne me croira toujours pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Il y a un problème d'indépendance des banques centrales qui peut se poser, malgré... ce que la défense des banques centrales qui se disent indépendantes, c'est qu'en fait, nos démocraties reposent quand même sur des endettements significatifs. Les États-Unis étant le chef de file, mais pas que. La France, on en parle récemment dans les médias. Et donc, effectivement, si les taux restent élevés, c'est un handicap fort pour nos démocraties, pour se financer. Et donc, forcément, il y a forcément un dialogue constructif, sinon frictionnel, entre des impératifs qui peuvent paraître contradictoires, des injonctions contradictoires, c'est-à-dire une inflation qui n'est pas complètement gagnée, mais même s'il y a quand même une grosse partie du travail qui a été fait, et puis le besoin chronique de s'endetter et donc d'avoir les taux les plus bas possibles. Donc oui, je pense que ça peut, d'une part, freiner les volatilités, on l'a vu depuis 10 ans, c'est flagrant, on a une baisse de la volatilité moyenne sur 10 ans par rapport à des périodes 20 ans ou 30 ans. Donc, on a perdu 2 à 3 points de volatilité. C'est énorme parce que ce n'est pas un indicateur tout à fait linéaire, donc c'est beaucoup. Et d'autre part, on voit bien la génération de chocs locaux beaucoup plus violents puisque les valorisations sont très élevées. Quand il y a un problème et qu'on perd en crédibilité, c'est ce que vous disiez, si les banques centrales perdent en crédibilité, alors le choc peut être extrêmement violent. On l'a dit, plus de 10% sur quelques jours. Bon, et donc à l'issue de ce premier semestre, vous communiquez aussi sur les tendances du début de deuxième semestre. On est déjà revenu, alors je ne sais plus si c'est anormal ou normal, ce que vous dites, ça fait 10 ans que ça dure, mais on revient sur des cycles longs à des niveaux de volatilité qui sont inférieurs aux moyennes historiques. Oui, c'est ça. Donc si on prend la moyenne 10 ans qui elle-même est en baisse, je viens de le dire, par rapport à des moyennes 20 ans ou 30 ans, on est retombé en dessous de la moyenne historique, pas aussi fortement qu'en 2023 ou encore pire en 2017 ou 2016, mais il y a une forte chute de la volatilité et c'est vrai que les vents sont un peu moins favorables pour notre activité. Charge à nous de faire les développements nécessaires, mais bon, c'est un autre sujet. Oui, bien sûr. Oui. Le nouveau plan stratégique arrive, ce sera l'objet de la présentation qui sera faite en mars 2026 à ce sujet-là. Juste un mot d'un autre paramètre important pour vous dans les métiers d'arbitrage, c'est tout ce qu'on appelle les opérations sur capital, les fusions-acquisitions, le M&A, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce point de vue-là ? On avait peur que Trump bloque un peu tout. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'il y a quand même des deals qui se font aujourd'hui ? Globalement, là aussi, on peut revenir sur des chiffres. Factuellement, le nombre d'opérations M&A annoncées et en vie est globalement stable par rapport à 2024. Une petite baisse sur les market cap des opérations en cours, mais bon, moins 12% de mémoire, donc rien de très violent. Par contre, c'est vrai que les gérants, qui travaillent sur le M&A au mois de mars et avril ont passé, je pense, un sale moment. Ça s'est vu dans les décotes de marché. C'est-à-dire il y a un décrochage par rapport au prix cible proposé par le prédateur. Les marchés ont eu peur que ça casse des deals ou que ça pose des problèmes de valorisation. Et donc, il y a eu effectivement une petite tension. Chez nous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, ce n'est pas une activité qui a été ultra contributrice au premier semestre. Mais là encore, c'est très classique. Qui dit beaucoup de volatilité dit que ce type d'activité est moins contributrice. A contrario, quand la volatilité se calme, généralement, cette activité reprend un peu le flambeau. Bon, vous travaillez, j'imagine, en ce moment à votre futur plan stratégique 3 ans qui sera présenté, je le rappelle, en mars 2026. C'est quoi la grande idée qui guide ces travaux aujourd'hui, Dominique ? Alors d'abord, la grande idée, on le met un peu dans le communiqué de presse, dans le dernier paragraphe. C'est vrai qu'on a besoin de continuer à progresser dans les environnements où les paramètres sont défavorables. Résilience quand
les vents sont contraires pour vous. Quand il y a de la volatilité, non seulement on est performant, mais on a vu en mars-avril un effet turbo des travaux qui avaient été menés lors des plans stratégiques précédents et du plan stratégique en cours, c'est-à-dire qui s'appelle Springboard 2025. Oui. Et donc, c'est vrai que l'effet positif de la volatilité, on l'a. On a même construit un effet turbo, ça c'est ultra bien, et bravo à toutes les équipes pour le travail. C'est quoi l'effet turbo? Ça démultiplie encore. En fait, c'est difficile de donner le montant, mais en gros, je pense qu'on a, sur mars-avril, on a gagné 20 à 25% dans cet effet turbo par rapport à ce qu'on aurait fait avant ces plans stratégiques. Je comprends. Un ordre de grandeur. Ouais, je comprends. Par contre, c'est vrai qu'on voit que la résilience dans les moments plus défavorables, on a du mal à faire monter ce point bas récurrent. C'est plus difficile en tout cas, même si on a progressé, on l'avait déjà dit un peu au mois de mars. Ça me semble une progression qui est encore insuffisante et qu'il faut remettre sur le tapis de l'innovation et de la créativité pour le prochain plan stratégique, c'est indéniable. Et puis le deuxième point, c'est de continuer à miser de manière, j'allais dire, mesurée, mais motivée sur la gestion pour compte de tiers. Nos fonds qu'on a remodelés en 2024, de nouvelles formes de fonds mieux adaptées à la demande des clients, ont des très bonnes performances en 2025, depuis 3 ans, quasiment 10% tous les ans. Et en particulier en avril 2025, où certains de nos concurrents, ou même certaines gestions, ont beaucoup souffert du décrochage. Nous, on avait des fonds qui ont produit des performances entre 6 et 10%, rien que sur le mois d'avril. Et donc, c'est une activité qui a sa place aujourd'hui, qui a baissé arbitrage. Premier critère indispensable de la performance. Sans performance, pas de commercialisation. Et puis, on a une équipe commerciale en place. Les deux ensemble, on espère bien que ça finira par payer, mais c'est une des déceptions du plan en cours, et clairement, on est un peu attaqué sur cette déception, c'est vrai. On en a eu l'occasion d'en parler, je crois, la dernière fois que vous étiez venu, Dominique. Merci beaucoup, Dominique Séolin, qui était avec nous à la faveur de la publication des résultats semestriels d'ABC Arbitrage.